Bon alors, à la base, je pensais pas aborder ce sujet, mais là, ça part vraiment loin. Et ça rejoint un sujet qui me travaille depuis un bon moment. Comment est-ce qu'on rend l'élimination d'une population acceptable aux yeux du grand public ? Récemment, il y a eu un gigantesque massacre perpétré par le Hamas en Israël, avec, en plus des morts, des actes de barbarie extrême et de nombreux otages. Certains parlent d'un 11 septembre israélien. Et ouais, justement, on va y revenir. Suite à cela, l'État israélien va, sans surprise, chercher à libérer les otages et à frapper très durement le Hamas, voire à l'éliminer complètement, cette fois-ci. Bon alors, là, bien sûr, ce n'est qu'un instantané d'une situation extrêmement complexe qui dure depuis des décennies. Donc, si vous débarquez et que vous voulez en savoir plus, j'ai mis des liens dans la description. Donc, avertissement important, là, je ne vais parler que d'un aspect très précis de ce conflit. Mais ça ne veut absolument pas dire que ce conflit se résume à cela. Ce dont je voudrais parler, c'est de la nature très particulière des opérations israéliennes contre le Hamas suite à ce massacre, et surtout de la manière dont cela est présenté dans les médias occidentaux, notamment en France. Bon alors, suite à une attaque terroriste majeure, il n'est pas surprenant d'assister à des interventions militaires très musclées. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses qui semblent largement déborder d'une opération antiterroriste conventionnelle, même très musclée. À commencer par cette déclaration du ministre israélien de la Défense: nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Et, plus récemment, Gaza ne retournera pas à ce qu'elle était auparavant. Nous allons tout éliminer. Source dans la description. Pour le contexte, Gaza, c'est une zone urbaine palestinienne de 2 millions d'habitants sur une très petite bande de territoire complètement entourée de murs. Alors, petite pause sur cette histoire d'animaux humains, parce que c'est une parfaite illustration de la stratégie rhétorique dite du connard de Schrödinger. La formulation laisse assez clairement entendre qu'on parle ici de tous les habitants de Gaza, sans distinction, mais elle reste très légèrement ambiguë, juste assez pour qu'on puisse prétendre, si on nous cuisine un peu là-dessus, que les animaux humains en question sont uniquement les membres du Hamas qui ont commis le massacre, par exemple. Alors que, bon, il y avait 1 milliard de formulations possibles qui n'auraient laissé aucune ambiguïté à ce sujet. Mais non, c'est cette formulation bien précise qui a été choisie. Et considérer ce choix de formulation comme un malheureux hasard, désolé, mais j'appelle ça de la naïveté politique. Et d'après Human Rights Watch, en tout cas, cette déclaration est un appel à commettre des crimes de guerre, source dans la description. Et par ailleurs, en quoi couper l'accès à l'eau, à la fucking eau, va aider à neutraliser les membres du Hamas et à libérer les otages. Otages qui ont besoin de boire également, en passant. Et c'est là qu'on arrive aux réactions des Occidentaux, loin de tout ça, devant leur poste télé. Ce qui est pratique dans une opération militaire, c'est que, pour toute décision, on peut toujours imaginer qu'il y a une raison stratégique très solide derrière, et qu'elle est importante, voire vitale, pour l'atteinte des objectifs. Donc, soit on va imaginer une explication tarabiscotée selon laquelle couper l'eau à 2 millions d'habitants va aider à neutraliser les terroristes, et si on cherche bien, on va forcément en trouver une, soit on ne cherche même pas de raison, et on part du principe qu'il y en a forcément une, parce que c'est une armée très moderne et professionnelle, tout ça. Ok. Et vous savez quel autre pays avait une armée très moderne et professionnelle? Les États-Unis. Les États-Unis qui ont manipulé l'opinion publique en 2003 avec des supposées armes de destruction massive en Irak afin de pouvoir justifier l'invasion de l'Irak. Et à l'époque, une large part de l'opinion publique, et pas que aux États-Unis, partait du principe que si les États-Unis disent qu'il y a des armes de destruction massive, ben c'est du sérieux, il faut leur faire confiance. Pourtant, 20 ans plus tard, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'invasion de l'Irak était une décision catastrophique, dont le monde paye encore les conséquences aujourd'hui, et que cette histoire d'armes de destruction massive était un prétexte bidon. Donc, si on admet que c'était une erreur de croire que les États-Unis avaient forcément une bonne raison d'envahir l'Irak, pourquoi est-ce qu'on devrait systématiquement partir du principe que l'armée israélienne a forcément de bonnes raisons d'agir comme elle le fait ? Par exemple, en coupant l'eau à 2 millions d'habitants, mais aussi en les bombardant de manière indiscriminée, avec juste un avertissement 5 minutes avant de raser un bâtiment. Waouh, incroyable. Donnez-leur un prix Nobel de la paix. Non, sérieusement, le nombre de gens qui trouvent ces bombardements 100% acceptables grâce à cette histoire d'avertissement 5 minutes avant, ce qui laisse à peine le temps de s'enfuir en prenant une brosse à dents, tout en laissant crever les personnes âgées ou à mobilité réduite, je respire, je reste calme. C'est limite si certains ne parlent pas de bombardement éthique. Là, c'est un peu comme considérer que c'est 100% ok de poignarder quelqu'un de 15 coups de couteau du moment qu'on lui offre un mini pansement juste après. Donc, là encore, beaucoup de mes compatriotes français partent du principe que tous ces bombardements d'habitations civiles sont 100% justifiés dans le cadre d'une offensive contre le Hamas. Super. Imaginez toutes les dingueries qu'une armée peut se permettre si l'opinion publique part systématiquement du principe qu'elle agit pour de bonnes raisons. L'armée israélienne a même laissé 2 heures pour évacuer un hôpital. Lien dans la description. 2 heures, rendez-vous compte, tant de générosité, ça me réchauffe le cœur. Maintenant, demandez-vous combien de patients alités vont être abandonnés et crevés sous les bombes.
Mais non, il n'y avait aucun moyen de faire autrement. On pourrait également parler de l'usage de phosphore blanc pour certains bombardements, une arme absolument atroce, je vous laisse vous renseigner si vous découvrez. Mais bon, là encore, ça doit être parfaitement justifié. Tout comme le blocage de toute aide humanitaire internationale depuis le début des opérations. Et maintenant, la coupure de toute connexion Internet. Ouais, c'est chiant Internet. Ça permet de montrer des crimes de guerre au monde entier. C'est comme les smartphones pour filmer les violences policières. Insupportable, vraiment. Partons du principe que tout cela est parfaitement justifié, c'est tellement plus confortable. Mais je vais quand même me risquer à émettre une hypothèse, et si tout cela n'était pas que une opération militaire classique, mais également une sorte de prise d'otage géante de 2 millions d'habitants. En gros, tant que le Hamas ne se rend pas, on va faire crever 2 millions d'habitants à petit feu, en les affamant, en les assoiffant et en les écrasant sous un tapis de bombes. Et je rappelle que Gaza est entièrement entouré de murs, et que l'Égypte, au moment où j'écris ça, du moins, a refusé d'ouvrir sa minuscule frontière au sud. Bref, il n'y a nulle part où s'enfuir. Bon, toujours au moment où j'écris ça, il semble y avoir un changement de stratégie consistant à dire « Ok, on va bombarder toute la partie nord de Gaza, mais on laisse généreusement 24 heures à 1 million d'habitants pour fuir dans la partie sud. » Bien sûr, le but, ici, est uniquement de neutraliser le Hamas, et en aucun cas de se servir de la situation pour annexer la moitié nord de Gaza. Quelle drôle d'idée. Mais en tout cas, dans les premiers jours, c'était vraiment « Tant que le Hamas ne se rend pas, on va tuer à petit feu 2 millions de civils qui n'ont nulle part où s'enfuir, voire à grand feu, à certains endroits. » Bon, mais ce dont je voulais parler ici, c'est surtout de la réaction de l'opinion publique occidentale face à cela. Ce qui me frappe, dans tous les exemples précédents, c'est la facilité déconcertante avec lesquelles les gens acceptent la moindre vague explication qui justifie les actions de l'armée israélienne. Voire, pire, ne même pas chercher d'explication et partir du principe que tout est forcément justifié. Ouais, il en faut vraiment très peu pour soulager notre conscience face à des crimes de guerre diffusés en direct. Donnez-nous un vague prétexte et on se ruera dessus pour pouvoir dire, avec soulagement, « Ah, vous voyez, ces trucs qui semblent horribles à la télé là, en fait, c'est parfaitement justifié. Et oui, c'est la vie, ma bonne dame. » Comme nous l'explique le grand philosophe de plateau télé Raphaël Antoven, ce sont des victimes collatérales, surtout dans la description. Donc ça va, en fait. Et il insiste bien sur l'importance de distinguer les vraies victimes des victimes collatérales. Pour aller un cran plus loin, on a aussi David Pujadas, lien dans la description, qui s'interroge. Considérer qu'un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël, est-ce que c'est vraiment le cas, au fond? Ah, mais je ne fais que poser des questions, hein. Je ne fais qu'apporter ce questionnement dans le libre marché des idées. Je garde les mains propres. Oui, parce que, selon lui, les Palestiniens ne condamnent pas suffisamment le Hamas dans leur ensemble. Donc bon, c'est pas qu'ils méritent de crever, mais un petit peu quand même. Là, on parle de gens qui essayent de survivre dans une prison à ciel ouvert où on manque de tout. Des gens qui y ont passé toute leur vie, pour certains. Oui, la moitié des habitants de Gaza sont des enfants. Mais certains d'entre eux auraient le mauvais goût d'avoir un peu le seum envers des soldats israéliens qui les humilient quotidiennement avec des files d'attente interminables à des checkpoints et un blocus inique qui dure depuis 16 ans. Franchement, quelle bande d'animaux humains. Et du coup, même s'ils n'ont commis aucun crime eux-mêmes, même si leur seul crime c'est d'être nés dans cet enfer, en raison de ce fâcheux déficit de sympathie envers les gens de l'autre côté du mur, ils méritent de se faire terrasser à coups de bombe. Tous. Et donc, voilà comment on rend l'élimination d'une population acceptable aux yeux de l'opinion publique. Aux yeux des braves gens, y compris en France. Bon, l'élimination ou bien l'exil forcé en catastrophe en laissant tout derrière soi ou un mélange des deux. Parce que bon, vu que cette population partagerait une sorte d'essence commune avec les criminels de guerre du Hamas, ouais, elle aurait une sorte d'ADN de Hamas, quelque chose comme ça, mais aucune considération raciste là-dedans, hein. Et du coup, les bombardements indiscriminés, la privation d'eau, tout ça, ils le méritent un peu, au fond. Ouais. Une logique qui justifie totalement celle du Hamas, en passant, qui massacre avec jubilation des jeunes à un festival de musique, parce qu'ils auraient une sorte d'essence commune avec le gouvernement israélien qui les bombarde. Donc peut-être que c'est pas une très bonne idée de se laisser aspirer dans une logique de culpabilité par essence de toute une population. Ça a sans doute plein d'implications qui ne vont pas vous plaire si vous y réfléchissez plus de 30 secondes. Et même si vous n'avez rien à cirer du sort des habitants de Gaza, parce que oui, je lis les commentaires, et je sais que parmi ceux qui écoutent, il y en a qui en ont absolument rien à cirer, on pourrait balancer une bombe atomique sur Gaza, ça les empêcherait pas de dormir une seule seconde, quitte à être égoïste, essayez au moins d'avoir une vision un minimum long terme dans votre égoïsme. Parce que, à moins que vous ne soyez un milliardaire avec un jet privé et un bunker survivaliste de luxe, ce discours déshumanisant qui rend l'élimination de toute une population tolérable aux yeux du plus grand nombre, ce discours, il pourrait très bien être utilisé contre vous, dans un futur pas si lointain.
Vu que, pour rappel, on se dirige vers un futur super sympa, fait de réchauffement climatique et de réchauffement nationaliste, où les choses peuvent évoluer très très vite. Ce discours qui considère qu'il est légitime de faire payer à toute une population les crimes de certains de ses représentants, parce qu'elle ne les condamne pas assez fort, par exemple. Non, vraiment, prenez 2 minutes pour vous imaginer dans une situation où ce serait vous, l'animal humain, dans une structure de pouvoir qui a les moyens concrets de transformer votre vie en enfer. Et petit indice, ça s'applique aussi aux classes sociales et à l'écrasement de leurs revendications. Je reçois souvent des reproches sur l'évolution de cette chaîne, comme quoi, avant, je parlais de technologie futuriste, de rationalité, et pas de bien-pensance droit de l'homiste, moralisatrice insupportable. Et, ok, j'aimerais vous poser la question suivante. Pensez-vous qu'une société futuriste positive soit envisageable si on ne garantit pas certaines bases morales? Et là, je parle vraiment du minimum vital absolu de base morale. En particulier, cette espèce de validation génocidaire tacite qu'on observe face aux Palestiniens, là, en ce moment, et je parle même pas de ceux qui applaudissent des deux mains les bombardements indiscriminés, hein, il y en a un paquet. Ben, si ce genre d'attitude venait à se généraliser dans l'opinion publique, alors la perspective d'un futur positif me semble extrêmement improbable. Et les seules voitures volantes que vous verrez, ce seront celles de multimilliardaires et de leaders néofascistes en train de survoler des prisons à ciel ouvert infernales où vivront la majorité des humains. Ou des animaux humains, selon certains. Et la majorité des humains, a priori, vous êtes dedans. Oui, Jean-Michel premier degré, c'est une allégorie. Oui. Mais vous voyez très bien l'odeur du futur dont je parle, et qui est déjà partiellement là. Le futur saveur Peter Thiel, avec des robots tueurs à 4 pattes et des drones de surveillance partout. Donc bon, cette morale agaçante, là, qui voudrait que toutes les morts civiles se valent, par exemple, peut-être que c'est pas si mal, au fond. Peut-être qu'il faudrait pas s'en débarrasser trop vite, comme on est en train de le faire à vitesse grand V, avec la participation active des médias. Et pour ne pas vous laisser sans une dernière touche de moraline insupportable, je vais vous lire un tweet de Larazbaï, lien dans la description, où il cite l'ultime tweet d'un Palestinien avant la coupure d'internet généralisée. Les Palestiniens qui vont mourir nous disent qu'ils étaient des personnes, des humains, qu'ils avaient des noms, des rêves, des buts, et que leur seul tort aura été d'être considérés comme inférieurs, comme des masses, des cafards, des animaux à abattre. Nous le rappellerons. Et tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de condamner moralement. Si l'opinion publique des pays occidentaux était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, cela pourrait mettre la pression à leur gouvernement, qui mettrait à leur tour la pression au gouvernement israélien pour qu'il autorise au minimum du minimum du minimum de l'aide humanitaire internationale à Gaza, par exemple. Mais non, même pas ça. Vu que, pour tous ces braves gens, avec leur bonne conscience, qui embrassent leurs petits-enfants le soir, comme disait l'abbé Pierre, lien dans la description, à voir absolument si vous ne connaissez pas, eh ben, les habitants de Gaza, au fond, ce sont juste des masses, des cafards, des animaux à abattre. Et ils s'endorment sereinement, sans s'imaginer un instant qu'un jour, dans un futur pas si lointain, les cafards qui seront écrasés sans remords, sous les applaudissements des éditorialistes de plateau télé, ça pourrait être eux. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.